Aujourd'hui, pour notre nouvelle émission, on a toutes sortes de choses. On va d'abord faire des vœux de bonne année. On va avoir aussi la résolution de l'année. On va parler de Warren Buffett, le deuxième plus riche au monde sur la planète. On va parler également d'un texte éditorial, ça va être ma suggestion de la semaine. Est-ce qu'on peut faire une pause? Est-ce qu'on peut prendre une pause dans nos chicanes au Québec? Également aussi, on va parler de municipalisme, on va parler aussi de déchets électroniques, on parle de sous-marins, du monde des médias, des obligations vertes, toutes sortes de choses. On n'a pas d'invités aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'actualités. On commence nos invités la semaine prochaine. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre nouvelle série d'émissions d'Options Région pour l'hiver 2018. Tout d'abord, je voudrais souhaiter des vœux de bonne année et de bonne santé, surtout à tous les auditeurs et auditrices. La santé, plus on vieillit, plus on s'aperçoit que c'est ça qui est important. Puis malheureusement, assez souvent, on l'oublie, par exemple, parce qu'on est préoccupé par toutes sortes d'affaires, entre autres par le nouveau Dieu qui est l'argent. C'est ça qui préoccupe le plus de monde sur la planète, semble-t-il. On va en parler aujourd'hui, on va en parler aussi dans d'autres émissions. On va souhaiter que pour l'année 2018, qui est une année électorale au Québec, qu'il puisse se passer des choses intéressantes, qu'on puisse peut-être développer un projet de société, qui sait. Il faut être optimiste dans la vie. En ce début de l'année, où certains ou certaines font des résolutions sur toutes sortes de choses, je vais vous faire la suggestion qui a été faite par Warren Buffett, qui est un gars très riche. C'est le deuxième plus riche au monde entier. On dit que sa fortune en 2017 était évaluée à 75 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est un drôle de gars, c'est un original qui voit la vie plutôt comme un jeu que comme une course à l'argent. L'argent ne le magane pas tant que ça. Entre autres, c'est qu'il ne dépense pas beaucoup pour lui. Pendant longtemps, il y a eu une vieille auto. Il se donne comme salaire à peu près 100 000 $ par année, alors que les autres PDG comme lui se donnent des dizaines de millions de dollars par année. Pour lui, ça, c'est pas important, ça. Et entre autres, il dit qu'il ne faut pas laisser trop d'argent à ses enfants quand on meurt parce que ce n'est pas une bonne idée, ça va les empêcher de travailler. À cet effet-là, il a décidé qu'il allait donner 85 % de sa fortune à des bonnes œuvres, de toutes sortes de choses. Puis pour lui, ce qui est le plus important, la valeur la plus importante, là, c'est l'intégrité. Pour lui, ça, c'est essentiel. Et ce qu'il dit, entre autres, c'est qu'il y a un des rares riches qui dit ça, mais il y en a quelques-uns. Il dit que les riches ne payent pas assez d'impôts. Ça fait que c'est pas étonnant que ce soit un adversaire de Donald Trump. Il n'aime pas beaucoup Donald Trump. C'est un gars assez intéressant. J'ai lu dans le Journal des Affaires au mois de décembre, durant le temps des fêtes, qu'il faisait des suggestions pour savoir comment bien gérer son temps. Et je dédie ce texte-là à tous ceux-là qui ont plein de projets, mais qui disent toujours qu'ils manquent de temps, ils ne réussissent pas à faire tous leurs projets. Bien, lui, il a un truc pour être capable de faire avancer ses projets. Son truc, c'est bien simple, c'est en 3 étapes. La première, vous vous isolez dans un coin tranquille à quelque part, avec des feuilles, avec un crayon. Puis à ce moment-là, c'est que vous indiquez vos 25 projets les plus importants, maximum 25. Ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme. Vous écrivez ça sur une feuille. Première étape. Deuxième étape, vous prenez votre crayon et là, vous entourez les 5 priorités les plus importantes. 5, pas plus. Bon. Et après ça, ce que vous faites, c'est que là, vous retranscrivez sur une autre feuille juste les 5 priorités que vous avez choisies. Et avec les autres priorités qui sont sur l'autre feuille, vous prenez vos feuilles et là, vous déchirez ça. Et à ce moment-là, vous oubliez ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est que dans la vie, mieux vaut réaliser 5 rêves que d'entraîner toute une série qui n'aboutissent pas. Cette réflexion-là, je trouvais ça intéressant, puis je me disais, est-ce qu'on pourrait faire ça au niveau collectif? Au Québec, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir 5 priorités qu'on pourrait se donner, entre autres dans le cadre des élections de 2018? Au Québec, à l'heure actuelle, on a beaucoup de facilité à se chicaner. On se chicane sur toutes sortes d'affaires. Je me demande si notre devise, ça ne devrait pas être « je me chicane » plutôt que « je me souviens » parce qu'on se chicane pas mal plus souvent qu'on se souvient. Et des chicanes, on a une banque énorme de chicanes. Si on était capable de transformer notre banque de chicanes, transférer ça en argent, on serait sûrement millionnaire.
Et je vais en énumérer quelques-unes plutôt des chicanes qu'on a. Il y a, à titre d'illustration, il y a les jeunes avec les vieux, il y a les athées avec les croyants, les urbains avec les ruraux, les carnivores avec les végétariens, les chasseurs avec les anti-chasses, les nationalistes avec les multiculturalistes, les progressistes avec les conservateurs, les fédéralistes avec les indépendantistes, les localistes avec les internationalistes, les sportifs avec les culturels, les écologistes avec les je m'en foutistes. On pourrait en énumérer encore, mais ça en fait déjà pas mal. Puis en plus de ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à l'intérieur même de ces groupes-là, il y en a qui réussissent à se chicaner parce qu'ils ne sont pas tout à fait pareils comme les autres. À titre d'exemple, par exemple, comme les végétariens, ils ne s'opposent pas juste aux carnivores. Entre eux autres, ils peuvent se chicaner parce qu'il y a au moins une dizaine de sortes de végétarisme qui existent. Fait que là, il y en a qui mangent des œufs, il y en a qui n'en mangent pas, etc. Là, ça fait que ça devient assez compliqué. Autre exemple de multiplication des chicanes, les partis politiques. Bon, quand j'étais jeune, moi, il y avait comme 2 grands partis politiques, puis un troisième. Mais là, aujourd'hui, en 2018, il y a 19 partis politiques au Québec. Je vais vous les nommer, puis probablement comme moi, il y a plusieurs partis que vous n'avez jamais entendu parler. Le Bloc Pot, le parti Le Changement Intégrité pour notre Québec, le Parti citoyen au pouvoir du Québec, la Coalition Avenir Québec, équipe François Legault, l'équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec, l'équipe autonomiste, le Nouveau Parti démocratique du Québec, le Parti équitable, le Parti indépendantiste, le Parti libéral du Québec, le Parti libre, le Parti marxiste-léniniste du Québec, le Parti nul, le Parti québécois, le Parti unité nationale, le Parti vert, le Parti 51, le Québec en marche et Québec solidaire. Bon. Et ça en fait 19. Il va y en avoir un 20e là, qui s'en vient bientôt, qui va s'appeler, lui, le Parti Union sportive du Québec. Ça nous manquait, c'est sûr. Là, Puis, je vais vous dire, il y a juste un parti, je pense, qui nous manque, c'est le parti chez nous. On va tous s'en aller chez nous parce que même s'il y a 20 partis politiques au Québec, il y a encore beaucoup de Québécois et de Québécoises qui se reconnaissent dans aucun parti. Il faudrait quasiment qu'il y aurait un parti par personne. Ça n'a pas d'allure, là. On n'ira pas loin avec ça. Au moment où il y a des choses terribles qui se passent un peu partout dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont entassés dans des camps de réfugiés rudimentaires depuis plusieurs mois, des fois même depuis plusieurs années, pendant qu'il y a des fous qui gouvernent un certain nombre de pays et que la planète est en train de subir des sévices importants au niveau environnemental, et ça causé par l'humain. Nous autres, au Québec, terre de privilégiés, on réussit à se chicaner sur le sexe des anges ou sur toutes sortes d'affaires. On a oublié qu'on fait partie d'une minorité de gens privilégiés sur la planète, puis qu'on a le luxe de se chicaner, de s'entre-déchirer sur des choses pas toujours essentielles, mais je pense qu'on pourrait faire mieux que ça. Alors qu'on voit des images de destruction massive un peu partout sur la planète, je pense qu'il serait temps de faire ce qu'on appelle un time-out, puis de dire prenons une pause, on va arrêter, puis on va réfléchir un peu. Là. Moi, je pense qu'on a la capacité de postuler pour le titre de meilleur pays au monde, plutôt que de chercher des nouvelles querelles. Bon, nous pouvons améliorer ce qui se passe chez nous, mais aussi ce qui se passe ailleurs, parce que quand on est dans un pays démocratique, il faut se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, qui ne peuvent pas avoir les mêmes leviers ou la même liberté que nous autres. Bon. Et je pense qu'on pourrait faire en sorte qu'on ait un nombre de priorités limité, comme disait Warren Buffett, 5, pas plus. On pourrait en choisir une au niveau local ou régional, une au niveau national ou international, puis une autre au niveau national. Puis on a 2 autres qu'on pourrait faire, là. Puis à ce moment-là, ça en ferait 5. Et je pense que ça pourrait devenir une plateforme commune pour un paquet de monde, puis on pourrait suggérer ça à l'ensemble des partis politiques, puis dire, regardez, là, ces 5 affaires-là au Québec, on est d'accord. Ça fait que quel que soit le parti politique qui va être élu, on va s'en aller vers là. Bien, moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire pour 2018. Est-ce qu'on va en avoir la volonté et le courage? Je l'espère, je le crois même, et moi, je suis prêt à faire ma part. J'espère qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés également à embarquer là-dedans. On continue dans l'actualité. On parle maintenant de solutions pour les déchets électroniques de toutes sortes. Bon. Là, une autre nouvelle qui m'a fait réagir un peu durant le temps des fêtes, là, selon l'ONU, il disait qu'en 2016, sur la planète, le monde a généré l'équivalent de 44 mégatonnes,7 de déchets électriques et électroniques de toutes sortes. Bon, c'est quoi que ça veut dire, ça, 44 mégatonnes, là? Difficile, hein? C'est que là, ça veut dire que c'est l'équivalent de 4500 tas
de la hauteur de la tour Eiffel. Ça vous donne une idée là, que ça fait du stock pas mal. Et alors qu'on devrait être en droit de s'attendre que ça va diminuer, là, ces déchets-là, parce qu'on est censé d'être préoccupé de plus en plus par les questions environnementales, au contraire, ça continue d'augmenter. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est entre autres parce que les compagnies font des produits de moins en moins durables. Avant ça, les produits duraient beaucoup plus longtemps. Quelqu'un achetait un produit, il l'avait quasiment pour la vie, puis en plus, ça pouvait se réparer. Bien, aujourd'hui, ça ne se répare plus, puis même souvent, c'est même pas récupéré. Ça finit à poubelle, comme on dit assez souvent. Bon. Et si on ajoute à ça que les Google et les Apple de ce monde qui font des milliards de dollars pendant que les consommateurs jettent leurs produits de plus en plus souvent, bien, je pense qu'il faut qu'on change ça, là. Puis il y a des solutions pour ça. Parmi les solutions, il devrait y avoir une taxation en fonction de la durabilité du produit. Si le produit ne dure pas longtemps, s'il est garanti 6 mois, il y a une grosse taxe. Si le produit dure 10 ans, à ce moment-là, il y a moins de taxes parce qu'à ce moment-là, le produit dure beaucoup plus longtemps. C'est un produit qu'on doit valoriser. Bien, ça pourrait se faire, ça peut se faire. Puis on augmente certains produits pas bons, puis on diminue les bons produits. Puis à ce moment-là, on produit des produits de plus en plus intéressants, de moins en moins de déchets. Il y a une autre solution aussi qu'on appelle l'économie circulaire. Bon, dans l'économie circulaire, la manière que ça fonctionne, c'est que les compagnies, au lieu de vendre un produit à quelqu'un, puis que le monde, ils vont se ramasser avec, puis ils font ce qu'ils peuvent avec, puis des fois, il ne marche pas, puis il y a des problèmes, bien, c'est que la compagnie, elle ne vend pas le produit, elle loue le produit, et s'il ne fait pas, c'est elle qui s'en occupe, puis c'est elle qui le récupère à la fin pour le réutiliser éventuellement. Bien, ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on devrait mettre de l'avant, l'économie circulaire, dans laquelle on ne jette plus de produits, ça se tourne, et à ce moment-là, c'est qu'on est locataire de ces produits-là. De toute façon, on ne les emportera pas dans notre tombe, là, mais qu'on parte. Ça fait qu'on locataire, ça va être moins de troubles, puis meilleur pour l'environnement. On parle maintenant des médias. Au niveau médiatique, la situation ne s'améliore pas beaucoup. Comme on dit, même ça continue à se détériorer. On peut voir que les journaux locaux, les petits journaux s'amincissent de plus en plus. Dans d'autres médias, comme les radios, les télévisions, on continue de couper des journalistes. Entre autres, là, j'ai lu dernièrement qu'à Amqui, à la station Rouge FM, il y avait un seul journaliste, puis le poste était coupé. Ça veut dire que là, il n'y aura plus de nouvelles de ce secteur-là. Si on ajoute à tout ça qu'il y a des malades comme Donald Trump qui se permettent de dire quel média est honnête puis quel média qui n'est pas honnête, là, quand ça vient du plus malhonnête de tous les malhonnêtes, là, ça finit par être dur à démêler tout ça. On pourrait dire que ça va mal à la chope. Bon. Il y a une crise profonde dans le monde médiatique. Ça fait un bout de temps que ça dure. J'espère que ça achève. Ma mère disait que quand on arrive au bout, ça revire. Bien, j'espère qu'on arrive au bout passablement, parce que là, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'on devrait réfléchir à une idée de créer ce que j'appelle un réseau national de nouvelles régionales. On devrait essayer de travailler cette idée-là pour être capable de donner des nouvelles en région, de pouvoir alimenter un peu tout le monde, puis que dans le fond, que l'ensemble des gens du Québec savent ce qui se passe, non pas juste à Montréal, mais dans l'ensemble du Québec. Pas facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais je vais continuer d'y réfléchir, puis si j'ai une solution, je vais avancer là-dessus, puis s'il y en a dans vous autres qui ont une solution, j'aimerais bien l'entendre. On parle maintenant des actions, ce qu'on appelle les obligations, les actions vertes. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que j'ai lu durant le mois de décembre là, qu'on disait que les obligations de la bourse, qu'on appelle les obligations vertes, ont atteint un total de 100 milliards de dollars. Quand même beaucoup d'argent. Bon, ça peut paraître gros, mais c'est juste 1 % de toutes les actions de la bourse. Mais on peut dire, bien là, c'est presque rien. Oui, c'est presque rien, mais ce qui est intéressant, c'est que le montant grossit de plus en plus. Décollé il y a quelques années, il n'y a pas beaucoup de monde qui osait investir là-dedans, mais il y a de plus en plus de gens qui investissent dans des compagnies qui ont une certaine éthique, on pourrait dire, qui ne sont pas dans l'armement, qui ne sont pas dans le nucléaire, qui traitent bien leurs employés, qui sont préoccupés par les questions environnementales. Autrement dit, quand vous achetez des actions, bien, vous avez une garantie que vous achetez ça dans une bonne compagnie qui va faire du bien plutôt que juste s'emplir les poches. Bien, j'espère que ça va continuer, puis qui sait, peut-être qu'un jour, Wall Street va se civiliser et s'apercevoir qu'on s'en va vers un cul-de-sac. Puis s'il ne se civilise pas, bien, peut-être que c'est aux États à mettre le pied à terre, comme on dit, puis de dire « ça ne fait plus ». On continue en parlant d'argent. Bon. On va parler du dernier gadget pour ceux et celles qui ne savent plus quoi acheter. Vous savez, il y a des gens qui achètent tout, là. Bon.
Bon, on dit, bon, vous croyez que vous avez tout? La Rolls-Royce pour la semaine, la Lamborghini pour la fin de semaine, des maisons un peu partout dans le monde, un yacht de 300 pieds de long. Qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Bien, il manque le sous-marin de luxe, qui est une nouvelle invention là, qui, semble-t-il, est très plaisante. Bon. Et c'est un sous-marin qui peut prendre à bord jusqu'à 6 personnes, peut rester sous l'eau pendant 3 jours. Vous pouvez avoir plusieurs options. On peut avoir le plancher, le sol en marbre, le sauna, les vitres panoramiques, la cave à vin remplie uniquement de grands vins. Il y a différents formats. Là. Ça peut varier de 6 à 9 mètres de long. Puis, si vous prenez toutes les options au complet, on peut vous faire un prix spécial autour de 22 millions d'euros, ce qui équivaut à peu près à un peu plus que 30 millions de dollars. Mais, comme on dit, quand il nous manque juste ça pour être heureux, pourquoi s'en passer? T'sais? Puis, moi, je vous le demande, là, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de faire la baboune pendant plusieurs jours parce qu'on n'a pas notre bébelle à 30 millions ou l'acheter tout de suite? Bien, la réponse est bien simple, c'est qu'on n'a pas le choix. On l'achète en attendant de pouvoir acheter d'autres choses encore plus chères. On parle maintenant de réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux nous manipulent? Bon. Dans un article de Francine Pelletier dans Le Devoir, j'ai lu que, d'abord, on sait que dans les réseaux sociaux, là, il y a tout le monde, de plus en plus de monde font appel aux réseaux sociaux. Il y a des affaires intéressantes. Bon, Facebook et compagnie, là, bon, c'est intéressant, c'est rapide. On a l'impression de participer à l'évolution du monde. On peut devenir journaliste. On peut même envoyer promener qui l'on veut, des fois sous le couvert de l'anonymat. On peut faire la promotion de candidats ou de candidates dans les élections. On peut lancer une alerte aux besoins pour aider les gens qui ont un problème, là, qui ont un feu, n'importe quoi. Une catastrophe. Somme toute, pour beaucoup de monde, c'est rendu un outil indispensable, puis pour certains, bien agréable. Bon. J'avoue que c'est pratique, je m'en sers un peu aussi, là, mais on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire « attention, il y a des dangers ». Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui lèvent la main, comme on dit, ce n'est pas des utilisateurs, c'est des anciens boss de Facebook eux-mêmes qui voient les problèmes qui s'en viennent, puis qui ont vu aussi comment ça a démarré. Là. Puis parmi ceux-là qui ont fait des critiques importantes, il y a un ancien vice-président chargé de la croissance chez Facebook qui rappelait les effets pervers de ces béquilles numériques qui nous font trébucher en dehors de la réalité. Notamment en nous alimentant de ce qu'on aime, avec des personnes qu'on aime, puis en écartant tous ceux-là qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins. Ça fait que finalement, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle une fiction numérique qui est en train de devenir plus importante que la réalité des faits. Selon le vice-président, là, M. Palihapitiya, le système qu'a créé Facebook là, avec les pouces en l'air, les petits cœurs, puis est en train de détruire la façon dont fonctionne la société. Notamment parce qu'on crée des bulles de gens qui sont toutes pareilles puis qui refusent d'entendre les autres qui ne pensent pas comme eux autres. Puis, à ça, il faut ajouter qu'on est en train de créer un monde dans lequel la désinformation puis l'insulte courent les rues, sont très présentes, et où la coopération et le débat public intelligent font défaut. On pourrait dire que des fois, là, tu te demandes si ce n'est pas juste une boîte à chicanes. Bon. L'ancien vice-président a conclu son entrevue en disant que lui, il refusait désormais de participer à ce qu'il appelait cette merde. Il nous avertit que si on nourrit la bête, elle va continuer de nous anéantir, de nous détruire. Il n'est pas le seul à dénoncer cette situation-là. Un autre de Facebook qui s'appelle Roger McNamee, un des premiers investisseurs de Facebook, lui, il en rajoute par-dessus ça. Dans une entrevue, il disait que Facebook représente des menaces pour la santé publique et la démocratie, car Facebook utilise des techniques de persuasion développées par l'industrie du jeu. C'est toutes les lotos et compagnies là, qui nous rendent dépendants. Là. Puis l'important pour l'entreprise, c'est de faire de l'argent, pas de rendre des services. Puis un autre là, qui s'appelle Sean Parker, qui était le premier PDG de Facebook,
lui, il dit, quant à lui, que dès le départ, les fondateurs de Facebook savaient qu'ils créaient quelque chose d'addictif, là, quelque chose qui crée la dépendance, en exploitant la vulnérabilité de la psychologie humaine. Parce que là, on se sert de Facebook là, pour savoir si on est aimé ou pas. Puis, dans le fond, tout le monde sait que qui n'a pas besoin d'être aimé? Tout le monde veut être aimé. Fait que là, les gens nous envoient des messages, puis ils veulent qu'on aime, puis là, on pèse sur j'aime pour leur faire plaisir. Puis là, des fois, il y en a qu'on ne veut pas parce qu'on les aime pas, puis tu les quittes. Puis là, le problème que ça cause, ça, c'est que ça crée une dépendance, puis ça peut aussi nous valoriser si, admettons, là, qu'on a beaucoup de j'aime, mais si on n'a pas beaucoup de j'aime, ça peut nous dévaloriser, parce que là, on se dit, il n'y a personne qui m'aime, puis là, bon, parce que en sociologie, on appelait ça le miroir réfléchissant. C'est dans la vue des autres, c'est dans les yeux des autres, ou dans les j'aime puis j'aime pas, là, qu'on peut savoir si, dans le fond, on est bon ou pas bon. Bien ça, là, c'est pas terrible. Là, c'est que là, pourquoi est-ce que c'est une machine qui va décider si vous êtes bon ou pas bon? Pourquoi est-ce que vous pourriez faire une dépression parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vous aime? Là? Ça veut dire que là, quand on devient accro à cette affaire-là, ça ne marche pas. Si on ajoute à tout ça que les réseaux sociaux cannibalisent les producteurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font les réseaux sociaux? Ils prennent des nouvelles d'ailleurs, ils peuvent mettre ça sur leurs réseaux sociaux, ça ne leur coûte rien, ils ne payent rien, puis c'est eux autres qui font de l'argent. Puis pendant ce temps-là, les médias, eux autres, ont de plus en plus de difficultés à se financer, mais ceux qui font l'argent, ce n'est pas ceux qui produisent le contenu, c'est ceux qui utilisent le contenu gratuitement. Pas facile, là. Bon, c'est sûr que c'est pas tout mauvais, là. Les réseaux sociaux, ça peut même être pratique, comme je le disais, d'entrée de jeu. Mais je pense que, comme les anciens dirigeants de Facebook, je pense que le temps est venu de se demander à qui profitent ces prouesses informatiques-là et surtout, comment est-ce qu'on peut s'en servir sans créer plus de problèmes qu'on en résout. On termine maintenant avec une bonne nouvelle. L'avenir est au municipalisme. Bon. Dans ses prédictions pour l'année 2018, la revue L'Actualité a sorti 10 mots importants là, qui devraient avoir un impact important dans l'année 2018. Et parmi ces mots-là, il y a le municipalisme. Qu'est-ce que c'est que le municipalisme? Eh bien, c'est un mouvement politique. Je dis bien un mouvement, pas un parti politique, là. Il ne veut pas prendre le pouvoir, il veut juste, comme on dit, sensibiliser des gens, qui prône la réappropriation du pouvoir par les citoyens à l'échelle locale. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on décentralise le plus possible. Puis on dit que ce mouvement-là est présent un peu partout dans le monde. Puis entre autres en France, un réseau d'action municipale qui vise à créer ce qu'on appelle là, un réseau de villes rebelles contre la centralisation du pouvoir. C'est intéressant, on va suivre ça. Puis entre autres, on va avoir dans nos invités là, au cours de la prochaine saison Jonathan Durand-Folco qui a écrit un livre là-dessus. On va en reparler bientôt. Un manifeste, c'est une sorte de prise de parole publique un peu plus prononcée. C'est un appel que font des personnes ou des groupes. Par exemple, le refus global, ça dénonçait l'intégrisme moral de la société québécoise. Le manifeste du FLQ dénonçait l'exploitation des Québécois par le capital et le patron anglais, ainsi de suite. Tu sais, périodiquement, il y a des cris d'alarme comme ça. Un cri du cœur, on pourrait dire, mais puis on peut dire qu'un manifeste, de manière générale, c'est habituellement assez court. C'est pas un grand livre, c'est un court... C'est ça. Okay. C'est ça. C'est quelque chose de ramassé qui ne dit pas tout, mais qui donne des motifs d'agir. OK. À la lecture de votre manifeste et de son titre qui s'intitule « L'autre gauche », on dirait que vous êtes un peu choqué du fait qu'il y a certains groupes de gauche qui semblent monopoliser le discours progressiste, puis que vous dites qu'ils ne sont pas toujours très favorables à la liberté d'expression. Est-ce que je me trompe si j'avance ces idées-là? Non, c'est exact. À l'origine de cette initiative-là, il y a le fait que, comme plusieurs, on est fatigué, pour ne pas dire écœuré, qu'on réduise la gauche, le progressisme, à un petit groupe d'intellectuels montréalais, assez dogmatiques souvent,
cette gauche idéologique-là, elle a le droit d'exister, ça c'est certain, mais elle n'a pas le droit de faire taire les autres. Et à l'approche de l'élection, on trouvait que c'était important de relancer l'engagement politique des citoyens progressistes partout au Québec, qui sont trop souvent ignorés par les médias, et ignorés aussi par les partis. OK. Puis, j'ai eu connaissance qu'il y a eu plusieurs versions du manifeste, puis même vous avez songé à un certain moment donné à faire signer plusieurs personnes, et vous êtes revenu à votre idée de départ, peut-être d'être co-signataire. Pourquoi vous avez jonglé avec l'idée de faire signer plusieurs, et que finalement vous êtes revenu à 2 seuls signataires? Ouais. En cours de rédaction du manifeste, on a effectivement consulté une cinquantaine au moins de personnes, des militants dans différents réseaux un peu partout au Québec. Et on envisageait de recueillir des signatures de personnes représentatives comme elles pour lancer l'affaire. Mais peu à peu, nous était paru qu'un manifeste collectif, là, et la prise en charge de tout ce que ça implique était peut-être prématurée actuellement. Et dans un premier temps, on a décidé d'assumer le premier appel pour démarrer le débat et l'élargir. Et ensuite, peut-être, on pourra penser à un manifeste collectif qui soit un peu la feuille de route d'un vaste mouvement d'engagement politique citoyen. Donc, c'est un point de départ de cette façon-là. Comme on dit, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est vraiment un point de départ. Puis justement, dans votre texte, dans votre manifeste, là, vous définissez ce qu'est un citoyen progressiste. Bon, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé? C'est quoi un citoyen progressiste pour vous deux, là? Oui, pour un peu se sortir du vocabulaire de gauche et de droite, qui n'est pas le vocabulaire de tout le monde de la rue, là. On démarre la réflexion en parlant des citoyens progressifs, des militants engagés, progressifs, ordinaires. Et pour nous autres, on dit c'est des citoyens. C'est ainsi que se termine notre première émission. À compter de la semaine prochaine, on revient avec nos invités. On a comme invité, le premier invité, Roméo Bouchard, qui a publié un manifeste avec Louis Favreau. Un manifeste qui questionne le monde de la gauche, puis qui se demande comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de montrer qu'il y a une diversité de points de vue au Québec. Ça fait qu'on revient avec ça.